Parce que ce que vous voyez ici n'est pas un simple scandale politique. C'est une fracture en direct. Des responsables du même camp commencent à se retourner les uns contre les autres publiquement sous les projecteurs. Ils se rejettent la faute. Ils se contredisent. Et au centre de cette tempête, un nom revient comme un choc brutal. Alex Prey, une infirmière vétérane dont la mort déclenche une panique interne. Et voici le détail qui change tout. Stephen Miller lui-même parle d'une possible violation du protocole. Ce n'est pas une excuse, c'est une fissure. Mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Quand un pouvoir commence à s'accuser lui-même en public, ce n'est plus seulement du désordre, c'est le signal d'un basculement. Et pendant que le pays vacille ailleurs, à Mar-a-Lago, on sirote du champagne au bord de la piscine, comme si rien n'était en train de brûler. Alors posez-vous cette question. S'ils perdent déjà le contrôle entre eux, qu'est-ce qui arrive ensuite? Do you want me to continue to the next part? D'accord. Ce qui se passe ici, ce n'est pas juste un incident. C'est un schéma qui se met en place. Officiellement, on parle d'une opération, d'une intervention, d'un événement isolé. Mais regardez la vitesse à laquelle tout se transforme en guerre interne. La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, pointe directement Stephen Miller. Elle dit en substance, « Ce n'était pas moi. » C'était son script. Et Miller répond en retour qu'il a été nourri de fausses informations venues du terrain des agents de Customs and Border Protection à Minneapolis. Deux versions, deux lignes de défense et une administration qui commence à se fissurer devant tout le monde. Mais voici la question qui recadre tout. Si chacun se prépare déjà à se couvrir, qu'est-ce que cela révèle sur ce qui s'est réellement passé? Notissez ce qu'ils ne nient pas. Ils ne disent pas « tout était conforme ». Ils disent « pourquoi le protocole n'a-t-il pas été suivi ?» Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que quand un pouvoir commence à parler de breach of protocol en public, ce n'est plus une crise médiatique, c'est une crise de contrôle. Et ce n'est que la première couche. Do you want me to continue to the next part? Et maintenant, écoutez bien, parce que c'est ici que le récit devient beaucoup plus lourd. Stephen Miller ne fait pas une simple déclaration. Il dit à CNN que la Maison-Blanche avait donné des clear guidance à DHS. Il explique que le personnel supplémentaire envoyé au Minnesota devait servir de barrière physique entre les équipes d'arrestation et les disrupteurs. Puis il lâche cette phrase « We are evaluating why the CBP team may not have been following that protocol ». Ce n'est pas anodin. C'est une admission implicite qu'il y a eu un dérapage. Mais voici la part que personne ne souligne assez. Si le protocole n'a pas été suivi, alors qui a pris la décision et pourquoi? Parce qu'à cet instant, Miller fait quelque chose de rare. Il commence à blâmer les agents sur le terrain. Il parle de fausses informations de gens on the ground qui l'auraient induit en erreur. Il jette Greg Bevino sous le bus. Il transforme une opération fédérale en chaos de responsabilité. Et remarquez ce qui manque. Aucun calme, aucun récit unifié, seulement des pièces qui s'entrechoquent. C'est comme si tout le système paniquait en même temps devant les caméras. Et quand un pouvoir commence à se désigner lui-même comme fautif, c'est que quelque chose d'encore plus grand est en train de remonter à la surface. Do you want me to continue to the next part? Et là, l'escalade devient presque surréaliste. Parce que pendant que ces accusations circulent au sommet, la guerre déborde soudain sur un terrain encore plus personnel. Ce n'est plus seulement Miller contre Border Patrol, c'est Miller contre son propre camp politique. Sa femme, Katie Miller, attaque publiquement une sénatrice républicaine de Floride, Ileana Garcia. Elle affirme qu'elle aurait été renvoyée du DHS parce qu'elle ne se présentait pas au travail. Et tout ça arrive juste après que Garcia ait déclaré que Stephen Miller devait être écarté, que ses opérations ICE et Border Patrol dans les villes étaient en train de devenir abhorrentes. Mais voici le moment où tout se retourne. Garcia répond directement. Elle accuse Katie Miller d'avoir qualifié Stephen Miller de raciste quand elle était en colère contre lui. Elle parle de token hispanique. Elle évoque des fuites internes. Elle ramène même l'effondrement de l'ancienne secrétaire Kirstjen Nielsen. Ce n'est plus de la politique, c'est un règlement de compte à ciel ouvert. Et voici la part que personne ne peut ignorer.
Quand un mouvement commence à se déchirer publiquement comme ça, ce n'est pas une simple dispute. C'est le signe d'un système qui perd sa cohésion, comme un empire qui commence à se fissurer de l'intérieur. Et pendant que tout explose, une autre scène se joue ailleurs. Do you want me to continue to the next part? Parce que pendant que ses responsables s'accusent, pendant que le pays est secoué par la mort d'Alex Prey, regardez ce qui se passe à Mar-a-Lago. Selon des images relayées, le club de Trump organise une fête. Champagne au bord de la piscine, des femmes en tenue de showgirl, des invités qui regardent des entertainers flotter dans des bulles géantes. La juxtaposition est presque impossible à croire. D'un côté, une administration qui parle de fatal shooting, de breach of protocol, de chaos opérationnel. De l'autre, une ambiance de soirée luxueuse, comme si le pays n'était pas en train de vaciller. Mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Ce contraste n'est pas accidentel, c'est un signal. Parce que quand le pouvoir se sent menacé, il y a deux réactions possibles. Soit il se resserre et se discipline, soit il se réfugie dans le spectacle, dans le déni, dans l'excès. Et c'est là que l'histoire commence à ressembler à d'autres moments dans l'histoire politique. Quand les élites continuent à célébrer pendant que la structure se fissure, ce qui devrait être exceptionnel devient normalisé. Et pendant que ces images tournent, pendant que ces conflits internes explosent, un autre indicateur s'effondre en parallèle et celui-là, tout le monde le ressent. Do you want me to continue to the next part? Parce qu'au même moment, les chiffres tombent et ils racontent une autre histoire. Le script le dit clairement, down, down, down goes the US dollar, atteignant un plus bas en 4 ans. Et pendant que ça se produit, Trump affirme, the dollar is doing great. C'est une dissonance totale. Puis viennent les sondages. L'approbation globale chute à 38 %. L'approbation sur l'immigration tombe à 39 %. Et le texte insiste, une majorité d'Américains pensent que les opérations ICE have gone too far et doivent s'arrêter. Mais voici le détail qui change tout. Ce n'est pas seulement une crise interne, c'est une crise de perception publique. Parce que quand une administration perd le contrôle en interne, ET perd la confiance à l'extérieur, les deux dynamiques se nourrissent. Chaque accusation devient un aveu, chaque fuite devient une fracture, et ce n'est pas fini. Parce que pendant que tout ça s'effondre, Trump apparaît en public et ses propres mots deviennent un autre problème. Il dit lors d'un discours dans l'Iowa que « China will be sending me a bill very shortly, and I will sign it ». Ce moment est étrange, confus. Et il s'ajoute à une série. Now watch how fast this escalates, parce que la prochaine couche de cette histoire n'est plus seulement politique, elle devient psychologique. Do you want me to continue to the next part? Et c'est ici que la mini-crise devient une avalanche, parce que ce n'est pas un seul dérapage verbal. Le script empile les moments. Trump confond des pays. Il parle d'envahir là où il voulait dire autre chose. Il affirme que l'inflation est « solved, it's done », que les prix are coming way down, que affordability est un mot du passé. Et pourtant, le même texte reconnaît que les gens are struggling right now. Deux réalités en collision. Puis vient cette scène glaçante. Trump parle d'une victime, Renee Good, et dit qu'il se sent even worse parce que ses parents étaient big Trump fans. Écoutez la logique. La tragédie devient filtrée par la loyauté politique. Mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Quand un leader commence à mélanger drame national, confusion et narcissisme émotionnel, ce n'est plus seulement un problème de communication. C'est un problème de contrôle. Et pendant que ces mots tournent, le texte insiste sur un autre effet. His words continue to incite violence. Ce n'est plus une crise institutionnelle, c'est une crise de température. Et la pression monte vite parce que la prochaine scène n'est pas à Washington. Elle est dans une salle, en public, face à une élue. What happens if this continues? Do you want me to continue to the next part? Parce que maintenant, tout bascule dans le réel, dans le physique, dans la rue. Le script raconte qu'Ilhan Omar, congresswoman du Minnesota, est attaquée pendant un town hall. Un homme surgit avec une seringue. Il tente de l'atteindre. Il la asperge d'une substance inconnue. Sur la vidéo, on entend la panique « Oh my God !» Et après, mais Omar dit à CNN « I've survived war. I'm definitely going to survive intimidation. » C'est un moment brut, humain, pas idéologique, juste la réalité d'une élue qui doit parler de survie en plein exercice démocratique.
Et c'est ici que ça touche le spectateur. Parce que quand la violence commence à se normaliser autour des institutions, ce n'est plus eux contre eux. C'est l'espace public qui devient instable. C'est le genre de choses qui change la façon dont les gens se déplacent, dont ils parlent, dont ils se sentent en sécurité. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Mais voici le retournement. Parce qu'après l'attaque, certains médias minimisent. Ils disent que ça ressemblait à du silly string. Let's not overdo it. Notissez ce qu'ils font. Ils abaissent la gravité. Et quand un système commence à banaliser l'intimidation, c'est là que la prochaine étape devient presque inévitable. Do you want me to continue to the next part? Et c'est ici que l'histoire devient plus froide, plus systémique. Parce que la question n'est plus seulement qui a fait quoi? La question est comment tout cela est rendu possible? Regardez le mécanisme. Quand une opération tourne mal, le sommet accuse le terrain se protège, les alliés politiques se déchirent, les médias minimisent, et pendant ce temps, le public est bombardé de spectacles, de contradictions, de distractions. C'est une machine où la responsabilité devient floue, où chaque camp fabrique son récit, où l'attention est constamment détournée. Et le script ajoute un détail qui glace. La femme qui a filmé la mort d'Alex Prey affirme n'avoir été contactée par personne du FBI, personne du gouvernement fédéral. 4 jours après, elle dit « They're protecting themselves and they don't care about the truth ». Mais voici la part que personne ne veut affronter. Quand l'État ne cherche pas immédiatement la vérité dans une affaire aussi explosive, ce vide est rempli par autre chose, par la suspicion, par la colère, par la radicalisation. C'est comme ça que les systèmes se verrouillent, pas par une seule décision, mais par une série de petites protections, de silence, de spin. Et maintenant, la trajectoire est devant nous. Parce que la prochaine étape dépend d'un seul facteur. Est-ce que cette spirale se referme ou est-ce qu'elle explose davantage? Do you want me to continue to the next part? Alors maintenant, regardons ce qui vient. Parce qu'à ce stade, 2 chemins se dessinent et aucun n'est stable. Premier scénario, l'administration resserre les rangs. Elle trouve un bouc émissaire. Elle isole la violation du protocole comme un accident. Elle verrouille la communication et elle tente de refermer la brèche avant que le public ne perde totalement confiance. Mais le problème, c'est que tout est déjà public. Les accusations sont sorties, les fractures sont visibles. Et une fois que les acteurs commencent à se contredire en direct, il n'y a plus de retour simple. Deuxième scénario, la spirale continue. Les responsables se dénoncent davantage. Les élus républicains eux-mêmes, comme Ileana Garcia, parlent d'un coût électoral énorme. Immigration will cost GOP the midterms. Les images de Mar-a-Lago tournent pendant que les sondages chutent. Les attaques se banalisent pendant que les témoins disent ne pas être contactés. Et c'est comme si la prochaine crise était déjà en train de se former juste hors champ. Mais voici la question qui reste suspendue. Si tout cela est déjà en train de se produire maintenant à ce niveau de tension, et qu'est-ce qui se passe quand survient le prochain incident? Parce que dans ce type de dynamique, ce n'est jamais le dernier événement qui compte. C'est le suivant. Do you want me to continue to the next part?